Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. C'est une scène qui se joue presque chaque semaine dans les entreprises. Le fameux email du vendredi après-midi. Ah oui, l'annonce classique avant le week-end. Exactement. La direction annonce, avec une formule toujours très polie, le départ d'un collègue. Et juste à la fin du message, il y a cette petite phrase fatidique. Celle qui dit que pour des raisons stratégiques, le poste ne sera pas remplacé dans l'immédiat, c'est ça? C'est ça. Raison stratégique. Et là, dans l'open space, un silence s'installe. Parce que tout le monde sait exactement ce qui va se passer en coulisses. Une petite réorganisation informelle. Voilà. Les dossiers orphelins vont commencer à glisser doucement, un par un, sur le bureau du même profil. Le salarié super fiable, très engagé, celui qui dépanne toujours et surtout, qui ne fait pas de vagues. Ouais, c'est presque un réflexe organisationnel. On charge la mule qui avance le mieux, en fait. Et le pire, c'est que ce n'est pas une anomalie, c'est pas juste une boîte qui va mal. On a les chiffres du baromètre Malakoff Humanis de 2023, et c'est fou, 46% des salariés français craignent une surcharge de travail directement liée au sous-effectif. Presque 1 sur 2, quoi. C'est énorme. Donc le diagnostic de notre décryptage d'aujourd'hui, il est froid et clinique. Le dévouement silencieux en entreprise, c'est devenu un piège absolu. Et c'est un piège d'autant plus redoutable qu'il s'appuie sur une mécanique psychologique super puissante. Les gens qui acceptent cette charge supplémentaire, ils pensent vraiment agir comme des boucliers pour leur équipe. Ils se disent « je sauve les meubles », quoi. Exactement. Ils pensent sécuriser leur propre position en devenant indispensables, le fameux rôle du bon soldat. Et l'organisation de son côté, elle s'appuie sur ces piliers pour amortir le choc. Oui, à court terme, la machine tourne. Sauf que c'est un équilibre totalement artificiel. Et sur le long terme, l'équation finit inévitablement par s'effondrer. Et souvent, malheureusement, au détriment de la santé de la personne qui porte tout. C'est tout l'enjeu de notre analyse aujourd'hui. L'objectif de cette session, et j'insiste là-dessus, c'est de fournir une grille de lecture radicalement différente à ceux qui nous écoutent. Ouais, on va déconstruire pas mal de mythes. Absolument. Quiconque écoute ce décryptage va comprendre pourquoi accepter une soi-disant petite mission temporaire pour dépanner, sans poser un cadre strict, c'est la pire erreur stratégique pour une carrière. La pire, vraiment. À la fin de cette exploration, dire oui à une nouvelle tâche sans appliquer une méthode de documentation stricte, ça paraîtrait juste impensable. Fini le bénévolat d'entreprise. Il est temps de professionnaliser son propre recadrage. Oui. Alors, pour plonger dans le vif du sujet, il faut d'abord s'attaquer aux fausses solutions. Face à cette montagne de dossiers, le premier réflexe est souvent de travailler 2 fois plus dur. D'allonger les horaires, d'arriver plus tôt. Ouais, en espérant que la direction finisse par remarquer l'effort. Ou alors, on se tait, par peur d'être vu comme quelqu'un de rigide. Et pourtant, nos sources montrent que ça se retourne toujours contre le salarié. Pourquoi ça échoue à chaque fois? En fait, l'échec de ces solutions, il vient d'une erreur de diagnostic à la base. Quand on voit quelqu'un s'épuiser avec 3 casquettes différentes, la conclusion facile, c'est de dire « Ouah, c'est un problème de gestion du temps ». Ou une surcharge passagère, ouais. C'est ça. On se dit qu'un bon logiciel d'organisation ou une petite formation sur la productivité va régler le truc. Mais ça, c'est s'arrêter aux symptômes. Donc on passe à côté du vrai problème. Totalement. Le cœur du réacteur, la vraie racine du problème, c'est ce qu'on appelle l'invisibilité juridique et organisationnelle. L'invisibilité organisationnelle. C'est fascinant comme concept. C'est un peu l'idée que le travail, la fatigue, la sueur, tout ça existe dans le monde physique. La personne est épuisée le soir, mais aux yeux des systèmes informatiques de l'entreprise, ils ne passent rien. Mais c'est la définition parfaite. Sans un cadre formel qui acte cette nouvelle charge, l'effort supplémentaire, même s'il représente 20 heures de plus par semaine, n'a aucune existence administrative. C'est fou quand on y pense. Ça n'apparaît nulle part. Ni sur la description initiale du poste, ni dans les grilles d'évaluation annuelles puisqu'on vous évalue sur votre périmètre officiel, et fatalement c'est invisible sur la fiche de paye. Donc on produit une valeur ajoutée massive, mais face à un vide juridique total. C'est ça, le décalage entre l'effort physique et le reflet administratif devient complètement insupportable à la longue. J'ai une analogie en tête pour bien matérialiser ça. Imaginons quelqu'un qui décide de construire 3 extensions à sa maison. D'accord. La personne y passe tous ses week-ends, elle achète des matériaux super chers, elle coule du béton, elle fait la toiture.
La maison est physiquement beaucoup plus grande, elle a plus de valeur d'usage. Mais tous ces travaux ont été faits sans jamais déposer de permis de construire à la mairie. Du coup, le jour où on veut vendre, l'expert immobilier arrive avec les plans officiels. Ah! Et là, c'est le drame. Bah oui. Il ne peut légalement pas valoriser ces extensions, elles n'existent pas sur le cadastre. Tout cet investissement, en temps et en argent, c'est perdu. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Et pour filer la métaphore, ces travaux non déclarés, ces extensions clandestines, elles finissent souvent par peser sur la structure d'origine et fissurer les fondations de la maison. Ce qui nous amène à la santé mentale, j'imagine. Et c'est alarmant. 34% des salariés français se déclarent en situation de burn-out ou à risque très élevé. 34%, c'est plus d'un tiers des effectifs. Et l'analyse profonde de ces dossiers montre une chose très claire. L'effondrement ne vient pas juste du volume d'heures. La cassure, la vraie rupture psychologique, elle vient du manque de reconnaissance de cette charge invisible. Donc c'est pas juste la fatigue de travailler tard. Non. C'est la dissonance cognitive, ce grand écart entre le sacrifice quotidien qu'on fait et l'indifférence totale et systémique de l'employeur. C'est ça qui brise les gens. Waouh. Alors si la racine du mal, c'est cette invisibilité, ce manque de cadre protecteur, le réflexe naturel de n'importe qui, ça va être de chercher un bouclier. Logique. Et la première ligne de défense, le truc qu'on a tous en tête, c'est la fameuse fiche de poste. Ah, la fiche de poste. On imagine très bien la scène, tu sais, sortir le document en réunion et dire « regardez, la gestion du budget marketing, c'est pas écrit ici, donc c'est pas mon travail ». Sauf que nos recherches montrent que c'est une illusion totale. C'est l'un des angles morts les plus redoutables du monde de l'entreprise. Juridiquement parlant, la fiche de poste n'a pour ainsi dire aucune valeur contraignante. Attends, aucune valeur ? Quasiment aucune. Les analyses de cabinets spécialisés, comme Marvin Recruteur qu'on a épluché, confirment qu'il n'y a aucun texte de loi qui oblige un employeur à rédiger une fiche de poste exhaustive. Mais c'est dingue. On nous parle toujours de ce document lors des entretiens annuels. Oui, c'est un document RH informatif. C'est une photo à l'instant T. Mais sa valeur juridique devant un juge est extrêmement faible. Le seul document qui engage vraiment les deux parties, celui qui est protégé par le Code du travail, c'est le contrat de travail. D'accord, alors là, il faut qu'on clarifie un truc majeur. Si je reprends mon image du bouclier, ça veut dire que brandir sa fiche de poste face à un manager, c'est un peu comme monter au front avec une épée en plastique. C'est exactement ça. Et l'employeur, lui, possède une arme très puissante qui s'appelle le pouvoir de direction. Le pouvoir de direction, c'est ce qui lui permet de tordre l'épée en plastique. Oui, concrètement, la jurisprudence donne le droit à la direction de modifier les tâches quotidiennes d'un salarié tant que ça reste en surface. C'est-à-dire en surface. Par exemple, si on t'impose d'utiliser un nouveau logiciel comptable ou si on ajoute un nouveau client à ton portefeuille sur la même zone géographique, c'est 100% légal. C'est considéré comme l'adaptation normale de l'entreprise. Ok, donc là, le salarié ne peut pas dire non. Non. Mais le contrat de travail, en revanche, c'est le bouclier en acier massif. La ligne rouge, elle est franchie quand on touche à la substance même du contrat. Et c'est quoi la frontière exacte? Parce qu'entre une évolution normale et un changement en profondeur, ça me paraît un peu flou. Est-ce que c'est une question d'heures, genre passer de 35 à 45 heures par semaine? Le critère clé, c'est pas tant le volume horaire, parce que ça relève plutôt de la loi sur les heures supplémentaires. Le vrai critère, c'est la nature et le niveau de responsabilité. D'accord. T'as un exemple? Prenons un graphiste exécutif. Si du jour au lendemain, on lui demande de recruter, d'évaluer et de manager une équipe de 3 freelances... Ah oui, là, c'est plus du tout le même métier. Voilà. Ou une assistante de direction qui se retrouve à consolider des bilans financiers et faire du contrôle de gestion pour toute la filiale, c'est plus de l'ajustement technique, c'est un tout nouveau niveau de responsabilité. Et ça, légalement, comment ça s'appelle? Une modification unilatérale du contrat de travail. Et imposer ça sans l'accord explicite et signé du collaborateur, c'est illégal. Ça nécessite un avenant au contrat obligatoirement. C'est très clair sur le papier. Mais sur le terrain, on va pas se mentir, il y a une résistance psychologique énorme. L'idée de refuser ou de demander un avenant, ça fait peur. Surtout avec le mythe du couteau suisse qu'on valorise tant aujourd'hui. Exactement. Beaucoup se disent « Ok, j'absorbe cette nouvelle équipe à manager sans rien demander. Ça montre que je suis agile, que je suis flexible. C'est un investissement sur l'avenir. Mon CV va grimper en flèche. » C'est une stratégie qui s'entend, non? Eh bien, c'est peut-être la croyance la plus toxique qui circule dans les couloirs aujourd'hui. Les retours d'expérience du marché du travail prouvent systématiquement l'inverse. Ah bon? Comment ça? Accepter de s'enliser dans un rôle hybride, sans titre officiel, sans trace contractuelle, c'est saboter sa propre lisibilité professionnelle. Saboter, hein?
Le no est fort. Prenons un exemple. Tu as un collaborateur dont le titre officiel est chargé de communication. Pendant 2 ans, il absorbe en silence le boulot de l'ancien directeur marketing. Ok, donc il fait un boulot de direction, mais avec un titre junior. Voilà. Le jour où il veut changer de boîte, son CV présente une grosse incohérence. Le titre affiche un statut intermédiaire, mais la liste des missions crée direction. Pour un recruteur externe ou un chasseur de tête, ça déclenche des alarmes directes. Ils vont douter que la personne a vraiment fait tout ça. Absolument. Ils se disent que le candidat gonfle son CV. Un titre officiel qui ne valide pas le niveau réel des responsabilités, ça entraîne une décote immédiate sur le marché. Donc au lieu de capitaliser sur ses efforts, on dilue sa valeur. C'est une perte nette. Effet boomerang terrible, quoi. Et en interne, le fait de ne rien dire, de faire confiance au système en espérant que le boss finisse par remarquer les sacrifices, quel est l'impact juridique de ce silence? Le droit social et la théorie des organisations sont implacables là-dessus. Le silence n'est jamais, au grand jamais, perçu comme du dévouement ou de la patience. Le silence, c'est perçu factuellement et juridiquement comme un accord tacite. Un accord tacite. Donc, qui ne dit mot, consent, s'applique au droit du travail. Exactement. Légis-France le rappelle bien, un employeur est bloqué dans ses décisions unilatérales tant qu'une phase de négociation est ouverte. Mais s'il n'y a aucune alerte formelle, Si on fait le boulot du 3 personnes sans jamais ouvrir de dossier formel, le signal capté par l'organisation, c'est « l'équilibre actuel est très bien ». Pourquoi la direction irait allouer un budget supplémentaire ou faire un avenant compliqué pour une ressource qui fournit déjà cette valeur gratuitement? ouais, c'est brutal dit comme ça. Mais c'est la réalité clinique de l'entreprise. Donc on a des talents, souvent les meilleurs éléments, qui crament leur santé mentale et détruisent leur valeur CV juste pour maintenir à flot des départements avec des missions qui n'existent même pas légalement. C'est tout le paradoxe. La question centrale, du coup, c'est le passage à l'action. Comment on sort de cette spirale? Parce que passer du statut d'employé modèle qui dit toujours oui à celui de la personne qui claque un tableau Excel de revendications sur le bureau du boss, ça ressemble à un suicide professionnel. Ça fait peur, oui. Comment on fait ce recadrage sans passer pour le râleur de service ou le procédurier aigri? La clé, c'est d'opérer une bascule mentale totale. Il faut enlever ce costume de la victime surchargée, la personne qui gémit à la machine à café, et il faut endosser l'habit d'un auditeur interne. Un auditeur interne, donc froid, rationnel. Froid, rationnel, centré sur la donnée. Les rechercheurs management nous donnent un modèle mental, un framework, en 5 étapes très précis. L'idée, c'est de bannir complètement l'émotionnel pour parler le seul langage que l'entreprise écoute. La data. C'est le genre d'approche qu'on paie très cher dans des coachings de carrière de haut niveau, ça. Alors, détaillons ce framework. L'étape 1, j'imagine que c'est la cartographie? Et ça ne veut pas dire faire une vague liste sur un post-it. Non, c'est un véritable audit de production. Les étapes 1 et 2 consistent à construire une base de données inattaquable. Pendant 2 à 4 semaines, l'objectif c'est de tracer de manière limite maniaque chaque mission effectuée, en quantifiant le temps exact passé dessus. D'accord, on chronomètre tout, et ensuite, On fait une analyse d'écart, on prend le fameux bouclier en acier et le contrat de travail initial et on superpose la réalité du chronomètre dessus. Il faut classer chaque heure dans l'un des 3 silos suivants. ces 3 silos sont super importants. On les définit comment? Le premier silo, c'est les missions dans le périmètre. C'est le cœur de ton métier, ce pourquoi tu as signé au départ. Logique, la base. Le deuxième silo, ce sont les missions en extension de périmètre. Ce sont de nouvelles tâches, mais qui demandent le même niveau de compétence. C'est l'évolution légale normale dont on parlait tout à l'heure. Ok, donc jusqu'ici, pas de problème majeur. Et le troisième? Le troisième, c'est la zone rouge. Le silo hors périmètre total. Là, on liste les missions qui relèvent clairement d'une qualification différente, d'un niveau hiérarchique supérieur ou d'une responsabilité managériale non prévue. Et c'est là que ça fait mal. Parce que la personne va passer d'un sentiment très flou, de « je suis sous l'eau », de l'émotion pure, à une métrique implacable. Exactement. Arriver et dire « Ok, mon audit montre que 40% de mon temps hebdomadaire est vampirisé par des missions de catégorie 3. » C'est plus du tout le même poids. C'est redoutable. Et une fois qu'on a ces chiffres, on passe à l'étape 3, le cadrage de l'entretien. J'imagine que le piège ici, c'est la convivialité. Ah oui, attraper son manager entre deux portes et dire au fait, je fais beaucoup de trucs en ce moment, faudrait qu'on en discute », c'est l'échec assuré. Parce que le cadre informel détruit l'urgence du message. Exactement.
Si la demande est désinvolte, la réponse de la direction le sera aussi. L'étape 3 exige de forcer un espace purement formel. On ne demande pas une petite discussion, on convoque un point d'étape. Il y a une formulation spécifique recommandée par nos sources pour ça. Oui, très spécifique et neutre. Je souhaiterais qu'on planifie un moment formel pour faire le point sur l'évolution factuelle de mes missions. L'évolution factuelle. Le mot est lourd de sens. Cette simple phrase fige le cadre. Elle dit à la direction « L'affect reste au vestiaire, on va parler process et structure ». D'accord. Donc on a fermé la porte du bureau, on a posé notre tableau de bord sur la table, on arrive aux étapes 4 et 5. La demande et la fameuse trace écrite. Les données ne servent à rien si tu ne formules pas une requête tranchée. C'est l'erreur de l'étape 4. Attendre que le manager propose lui-même une solution. Ouais, dire juste j'aimerais qu'on reconnaisse mes efforts, ça marche pas. C'est un vœu pieux. L'auditeur interne doit proposer des options claires. Un avenant qui valide les nouvelles responsabilités, une augmentation budgétisée, la modification du titre sur l'organigramme, ou alors le délestage immédiat des tâches du silo 3 vers quelqu'un d'autre. C'est chirurgical. Et supposons que le manager soit hyper compréhensif. Il valide tout à l'oral, il dit « t'inquiète, je vois ça avec les RH lundi ». Pourquoi l'étape 5 exige absolument une trace écrite? Parce que la confiance verbale en gestion de carrière, c'est une faille de sécurité majeure. Les promesses orales ne survivent jamais aux réorganisations. Si ce manager démissionne le mois suivant, le compteur repart à zéro avec le remplaçant. C'est vrai, on l'a tous vu arriver. Donc il faut doubler l'entretien d'un email récapitulatif ultra détaillé. Et attention, si la direction refuse net d'ajuster le contrat, cet écrit devient votre atout maître. Ça devient une preuve documentée. Exactement. C'est l'arme qu'il faut pour escalader au RH, aux représentants du personnel ou à l'inspection du travail. Et surtout, ça met le salarié en position de force pour négocier une rupture conventionnelle. Et ça change tout. Ça permet de partir avec ses droits au chômage, plutôt que de démissionner à vide juste parce qu'on n'en peut plus. C'est le filet de sécurité ultime. Pour prouver à ceux qui nous écoutent que tout ça, c'est pas juste de la belle théorie de consultant, on a un cas d'école très concret tiré des sources. C'est l'histoire d'une PME industrielle de 80 personnes environ. Oui, le cas de l'assistante de direction. Très parlant. Voilà. Suite à un licenciement dans l'équipe finance, elle s'est retrouvée à consolider des tableaux de reporting et faire du contrôle de gestion. Ça devait durer 1 mois. Et ça a duré. 18 mois. L'enfer classique. Le burn-out était proche. Mais au lieu de faire un scandale, elle a appliqué ce framework à la lettre. Elle a traqué son temps sur l'analyse financière pendant 4 semaines. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'audit. Pendant son entretien, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas dit « je n'en peux plus », elle a posé les chiffres. 45% de son temps annuel était dédié à la finance. Preuve à l'appui. Imparable. Face à ça, la direction n'avait que 2 choix. Soit nier les données, ce qui revient à dire « on ne sait pas comment tourne notre propre boîte », soit accepter la réalité. Et la conclusion était fulgurante. Signature d'un avenant, création d'un poste sur mesure de chargé de mission direction et finances, et bam, 12% d'augmentation. C'est magnifique. Et la clé de cette victoire, c'est l'abandon de la subjectivité. Remplacer la plainte qui vous place comme un problème par un audit factuel de la production non rémunérée que vous offrez à l'entreprise. L'entreprise ne comprend que le langage de l'audit. Adopter cette posture, c'est forcer le respect. Ça protège l'individu mentalement et juridiquement. Piloter son contrat comme on pilote un projet, c'est reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Waouh. Bon, on arrive à la fin de cette plongée au cœur des rouages invisibles de l'entreprise. C'était dense, mais s'il ne devait rester qu'une seule idée forte en tête, c'est celle-ci. Occuper 3 postes pour le prix d'un 100 cadre formel, ça n'a jamais été une preuve de loyauté récompensée. C'est un déséquilibre structurel profond. Et en droit du travail, tout déséquilibre appelle une régularisation contractuelle. Avec le risque de finir dans les 34% de burn-out. Soit à long terme. Soit dès demain matin, on ouvre un document blanc, on lance un chronomètre et on commence l'audit froid et rationnel de sa journée. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est une excellente réflexion. Pour boucler cette session, la prochaine fois qu'une réorganisation s'annonce, qu'un bureau se vide ou qu'un dossier glisse mystérieusement sur un bureau déjà plein à craquer, gardez cette perspective en tête. C'est ça. Et si la prochaine évolution de carrière, cette promotion ou cette augmentation qu'on espère tous, n'était pas un sommet lointain qu'il faudrait encore mériter en se sacrifiant un peu plus? Mais plutôt... Et s'il s'agissait tout simplement d'une facture légitime pour un travail de grande valeur qu'on accomplit déjà dans l'ombre de l'open space, mais qu'on a juste oublié de présenter à la comptabilité. Le travail est là,
la valeur est créée, la question c'est de savoir qui osera la facturer. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.